En cette fin de journée, moi j'ai envie de nous poser à nous tous la seule question qui vaille. Peut-on encore être optimiste sur l'évolution de notre système de santé après cette demi-journée? Pourquoi cette question? Trois bonnes raisons de se poser la question. Vous avez vu qu'un hebdomadaire récemment nous disait qu'être optimiste, c'est bon pour la santé. Les optimistes vivent mieux, plus longtemps, en meilleure santé. C'est un acte de prévention qui n'est pas encore remboursé par la Sécurité sociale, mais qui devrait l'être. C'est inscrit dans nos gènes, paraît-il, mais on a quand même de la marge d'interprétation. Donc, c'est une question importante. Deuxième remarque, je reprends ce que vient de dire Jean-Luc. Les débats sont marqués quand même par la crainte d'une approche raisonnée et scientifique. Tu accusais tout à l'heure, Jean-Luc, les journalistes, mais nous sommes porteurs d'une espèce de crainte de la science. Pendant des siècles, la science a été là pour limiter la tyrannie de la nature. Aujourd'hui, il y a des sources d'inquiétude. On s'interroge sur les conséquences des tomates transgéniques. On préfère mettre les antennes de radio sur le toit du voisin. On hésite à porter des jeans trop serrés à cause des spermatozoïdes. Que sais-je? Bref, on est quand même de temps en temps dans des approches un peu irraisonnées. Et il me paraît clair que ces exemples que je prends un peu grossiers, on les a aussi dans nos représentations mentales. Et c'est à l'évidence, sur ce plan-là, tu avais complètement raison, une des causes de la défiance. La défiance, c'est le doute, c'est les peurs un peu irraisonnées, et c'est la difficulté de fabriquer du consensus, me semble-t-il. Alors, la balle dans tout ça. Moi, je vois trois bonnes raisons d'être optimiste. Et je vais essayer de nous mettre d'accord, bien que parfois on n'ait pas paru l'être, sur trois points essentiels que nous avons évoqués. D'abord, pourquoi réformer? Au fond, la question mérite d'être posée, parce que franchement, si ce n'est pas obligatoire, peut-être pas la peine de se casser la tête. On va casser la croûte, c'est mieux que se casser la tête. Pourquoi réformer? Il me semble qu'il y a 5 raisons qui ont été évoquées de manière forte. La première, c'est que les contraintes économiques sont là, les inégalités aussi. Elles n'ont pas diminué, elles ont plutôt même tendance à légèrement augmenter. Deux, plusieurs d'entre vous l'ont évoqué, c'est évident, la transition épidémiologique implique une autre approche de notre système de soins qui a été conçu pour prendre en charge les soins aigus et qui se trouve aujourd'hui un peu désemparé face à la pathologie chronique. Les cloisonnements demeurent. Jean-Paul a évoqué par exemple le cloisonnement ville-hôpital. L'hôpital, il est né des églises. L'État en a hérité. C'est vous qui avez fabriqué la médecine libérale. Le secteur ambulatoire, il a été fabriqué par les médecins libéraux en 1927, puis par un accord à SACU un peu après. Donc le système, il n'a pas été conçu de manière intégrée. Il ne l'est toujours pas. Donc ça, c'est sûrement une bonne raison, me semble-t-il, de vouloir réformer, parce que ce système cloisonné ne répond pas aux défis des pathologies chroniques. La troisième raison, notre jeune de service l'a évoqué, mais ça me paraît tout à fait important, c'est l'aspiration des jeunes médecins à un autre mode d'exercice. Un mode d'exercice dans lequel le travail en équipe, la relation avec les autres professionnels, serait princeps, et le travail en cabinet subsidiaire, c'est-à-dire en gros l'inverse. Alors c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure Luc, c'est une région un peu privilégiée ici, mais je veux dire, aligner simplement le taux de pénétration de votre forme de travail nationale sur les Pays de Loire, c'est quand même l'équivalent de 5000 médecins, mais je l'ai calculé moi aussi là, dans le trunk avec Étienne Cagnard, 5000 maisons de santé pluridisciplinaires de plus. Quatrième bonne raison, qui n'a pas été évoquée, mais qui me paraît par ailleurs tout à fait importante, surtout quand on affirme mettre les patients au centre du système, c'est l'attente des patients. Ils ont envie de ne pas être réduits à un organe.
voyez-vous. Ils ont envie d'être considérés comme des personnes, avec une médecine par définition personnalisée et plus globale. Ceci va forcément, y compris pour les spécialistes, modifier l'approche. Et enfin, on voit émerger des exigences dites de santé publique pour faire court. Je mets là prévention, éducation à la santé, éducation thérapeutique. Bref, une autre approche. Voilà 5 bonnes raisons de réformer qui me sont apparues largement partagées, malgré des expressions parfois un peu contradictoires, par toute l'Assemblée. Deuxième raison d'être optimiste, pourquoi réformer maintenant? Parce qu'on peut se dire, on aurait dû réformer hier, ou au contraire, encore une seconde, monsieur le bourreau. Vous savez, les stratégies d'évitement, ça existe. Là aussi, 5 bonnes raisons. Premièrement, le système, il n'est plus en expansion, grâce notamment à la maîtrise des dépenses obligatoires. Et c'est beaucoup plus facile de réformer un système qui n'est pas en pleine explosion qu'un système qui est en pleine explosion. Nous ne sommes pas, en gros, l'on n'a jamais respecté. Deuxième bonne raison, les esprits sont mûrs. Moi, je suis frappé de voir, quand je me promène, notamment en province, comment ça se passe pas si mal. J'étais par exemple hier à Bordeaux. Sont là le directeur du CHU, le patron de la clinique importante, le directeur de l'ARS, ou son représentant, bref, un certain nombre de gens qui échangent gentiment sur leurs expériences et qui, au-delà des effets de manche, font tranquillement leur chemin ensemble, en bâtissant avec une invocation de princeps, pourvu que là-haut, ils nous foutent la paix. Troisième bonne raison de réformer maintenant, la démographie médicale est en baisse. Ça stimule, me semble-t-il, l'imaginaire. On devient intelligent quand on en a besoin. De ce point de vue-là, c'est une chance. Quatrième raison, les tics sont à hausse. Si la démographie est en baisse, les tics sont à hausse, il n'y a pas de relation forcément de cause à effet, mais enfin ceci peut quand même intéresser cela. Tu l'as montré dans ton premier exemple. Il est clair qu'il y a 4 ans, tu n'aurais pas fait une présentation de ce genre-là, ou en tout cas, si tu l'avais fait, personne ne t'aurait écouté. Cinquième et dernière raison, me semble-t-il, d'être optimiste, il n'y a pas en perspective d'innovation thérapeutique majeure qui viendrait bouleverser l'économie du système. Ça veut dire qu'on a une fenêtre de tir que vous avez évoquée, qui représente entre 12 et 18 mois, me semble-t-il. Troisième et dernière question, et troisième raison d'être optimiste, comment? Alors, il y a plusieurs méthodes. Bien sûr, chaque ministre a envie, tel Claude Évin, de laisser son nom à une loi. Et l'aspiration profonde de secrétaire d'État et d'être ministre, de laisser son nom à une loi. C'est vrai, Jean-Luc? Personne n'aura une loi aussi célèbre que celle de Claude Évin. Ça. Enfin, il y en a qui s'y essaient quand même. Hein. Il y a même des régionaux qui s'y essaient. Bon, bref. Comment faire tout ça? Alors, la grande loi, on nous l'annonce? Oui, sûrement. Gita Buteau, qui a travaillé avec beaucoup d'entre nous, avec Claude en particulier, nous dit on va organiser un débat de plusieurs mois dans toute la France. Bon, je sens un enthousiasme maîtrisé parmi vous. Je le maîtrise aussi. Troisième possibilité, identifier les points d'accord et lever les freins. La solution est simple. Ceux qui, parmi vous, ont joué au rugby savent qu'une équipe qui gagne leur renforce ses points forts. Une équipe qui perd, elle essaie malencontreusement de pallier ses points faibles. C'est quoi nos points forts? C'est les accords que je viens d'évoquer tout à l'heure. C'est-à-dire, clairement, un des points communs que nous avons entendus, c'est l'unification du pilotage. Tu vois, Claude, je fais dans le politiquement correct. Je ne dis pas agence, on s'en fout. Unification du pilotage. Ce U à dia est insupportable. Il est fondamentalement un facteur de déperdition d'énergie. Il donne une image dégradée, déplorable pour l'ensemble des professionnels de santé et des institutions. Qui se mettent d'accord là-haut déjà. Unification du pilotage. Deuxièmement, mise en place de la stratégie nationale de santé. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais qu'ils le fassent. Tu l'as dit, Jean-Luc. Je veux dire que rien n'est pire
que l'absence du passage à l'acte au moment où enfin la situation est mûre. La quinte de tout est fatale. Donc évitons la quinte de tout, mettons en place la stratégie nationale de santé. Troisième et dernière recommandation qui émerge, me semble-t-il, de nos discussions, libérer les énergies. De quoi, fondamentalement, a besoin le système? On l'a tous évoqué, il y a plein de besoins, il y a plein de machins. A-t-il besoin de corsets supplémentaires? A-t-il besoin de respiration supplémentaire? Poser la question, c'est y répondre. Quand on imagine que les pauvres directeurs d'ARS reçoivent 250, 300, il ne les lit pas. Fort heureuse circulaire d'application. Ce harcèlement textuel dont nous sommes des victimes, il faut qu'il cesse. Il faut qu'il y ait une stratégie nationale. Il faut que les princes insomniaques qui nous gouvernent dans leur maison de verre déterminent où il faut conduire, mais après, en gros, qu'on nous foute la paix. Je crois véritablement que ce sujet que vous avez évoqué, en particulier à plusieurs reprises en fin de débat, de la confiance, de l'espace de liberté, il est déterminant. Ne réclamons pas de réforme institutionnelle. N'allons pas réclamer à ces princes qui nous gouvernent des mesures diverses et variées. Nous recevrons des décrets, des arrêtés et des circulaires. Et comme disait le poète, nous savons bien que les arrêtés sont faits pour que les choses n'avancent pas, et les circulaires pour qu'elles tournent en rond. Donc ne soyons pas demandeurs de textes supplémentaires, saisissons collectivement notre destin et assumons-le très tranquillement en levant les freins, en nous laissant vivre et en laissant le système respirer. Voilà, me semble-t-il, les 3 bonnes raisons d'être optimiste, plus à 19h30 qu'à 16h. Merci. Merci Alain.